je me suis rendu compte que la récupération était quelque chose d'essentiel. Parce que vieillir, c'est aussi évoluer, se redécouvrir et surtout continuer à vivre pleinement et en bonne santé, la Massif vous invite dans une conversation optimiste et sans tabou autour des grandes étapes de la vie. Bienvenue dans Vieillir, et alors ? Avec l'âge, notre rapport au corps change. On ne court plus après les mêmes performances, mais on aspire à préserver son énergie, sa vitalité et son bien-être. Les petits signaux de santé qu'on négligeait parfois deviennent des rappels importants. Et si au lieu de craindre ces bilans médicaux, on les voyait comme une façon de prendre soin de soi, d'investir dans les années à venir ? C'est l'expérience de Laurent Benzaken qui a choisi à 50 ans de se réinventer en devenant DJ à Ibiza. Pour lui, veiller sur sa santé est devenu une condition pour continuer à vivre pleinement sa passion et tenir le rythme des nuits électro. Mais en fait, ce qui est capital, c'est de faire de la prévention, mieux dormir, mieux bouffer, de l'activité physique. Bref, on doit être sur ces deux pieds-là. À ses côtés, le docteur Kierzek, médecin urgentiste et chroniqueur santé à Télématin, nous éclaire sur les dépistages, les check-up et les vaccins essentiels après 55 ans. Ensemble, ils nous rappellent que la prévention n'est pas une contrainte, mais une clé pour garder notre liberté et nos élans de vie. Bonjour Laurent. Bonjour docteur. Bon Laurent, c'est pas une consultation, mais comme dans une consultation, j'aimerais bien en connaître un peu plus sur toi. On m'a beaucoup parlé de toi, mais quand même dans les grandes lignes. Et il y a beaucoup de choses. Non, il n'y a pas beaucoup de choses. J'arrive à 58 ans et j'essaye de réorganiser ma vie. C'est très simple. J'ai décidé il y a 4-5 ans d'habiter à Ibiza. Est-ce que vous voyez le problème, docteur ? Mais quel heureux homme. Voilà. Ah oui, mais heureux, mais attention, c'est pas gagné. Ibiza, il faut le mériter. Quand je suis arrivé, je me suis immédiatement mis à faire n'importe quoi. J'ai vendu ma boîte, on a acheté une maison avec mon frère, et en avant, c'était parti, c'est la fête. Donc je venais de passer la cinquantaine. Et quand on passe la cinquantaine, on se croit un petit peu immortel. Mais le timing est pas bon, parce que ça, ce que tu me décris, Ibiza, c'est à 20 ans qu'on fait ça, mais c'est pas après 50. Voilà. Enfin, moi j'ai un tout petit peu plus de 50, j'ai 51, et honnêtement, je vois la différence entre avant 40, c'est même pas la cinquantaine, c'est avant 40 et après 40. Et ce que tu me décris là, c'est un mode de vie de vingtenaire, trentenaire, pas après c'est 50. Ça. J'ai pas eu le bon timing, j'étais pas on time. Mais bon, ma vie a fait que j'avais besoin de cette parenthèse. Et ça s'est organisé comme ça. Et figure-toi qu'il y a deux Ibiza. Il y a le Ibiza des jeunes pendant l'été, pendant la saison. Et c'est l'image qu'on en a. Mais il y a un autre Ibiza, le vrai Ibiza. Les vrais people from Ibiza, je peux t'assurer qu'ils sont plutôt dans 45-55. Il y a des mecs incroyables qui viennent du monde entier, spécialement pour les closings et les openings. C'est à des moments très précis. C'est-à-dire, ils ouvrent la saison et ils ferment la saison. C'est deux moments clés où il se passe vraiment des énormes fêtes qui sont dures à tenir pour un mec de mon âge. C'est ça le problème. C'est sûr. Et ce que je comprends, c'est que tu arrives dans un endroit, tu changes de vie professionnelle et à un moment donné, il y a un problème d'énergie. C'est-à-dire que tu te dis, l'énergie que j'avais il y a quelques années, je l'ai plus. Je tire sur la corde, je fais les fêtes, etc. Et la corde, elle a tendance à se détendre un peu. C'est ça que je comprends. Docteur, c'est exactement ça le problème. Et c'est pour ça qu'on est là pour en parler, parce que je me suis rendu compte de plein de choses. Je me suis rendu compte que la récupération était quelque chose d'essentiel. Quand on fait une fête et qu'on a 25 ans, le lendemain, on va au boulot. Quand on fait une grosse fête toute la nuit. Là, moi, c'est compliqué le matin. Donc, il y a eu quelques petits warnings. Alors, à Ibiza, il y en a qui font n'importe quoi. Moi, je suis un petit peu réglé dans ma vie. Je fais pas n'importe quoi. Donc, moi, un petit peu hypocondriaque. Pour être dans l'ambiance, j'y vais un peu, mais mollo. Ça peut être le manque de sommeil, ça peut être la malbouffe. On est tous en train de courir, de stresser, de mal bouffer, d'avoir des horaires. Il y en a qui font les 3-8. Bref, on a un rythme qui est complètement décalé. Donc, c'est pas Ibiza, parce qu'on n'a pas tous la chance d'être à Ibiza, mais il y a plein de gens qui sont dans un rythme où le corps a du mal à l'encaisser. Moi, je crois que je cumule un peu tout ça. Enfin, les 2 premières années, j'ai cumulé tout ça. Manque de sommeil, un peu de malbouffe, un peu d'alcool. C'est pas terrible. Mais sauf que depuis 3 ans, je vis un autre Ibiza. C'est-à-dire que l'Ibiza, j'ai plusieurs bandes. La bande de grimpette, la bande de natation, la bande de camping, la bande de... Voilà, il y a différentes bandes. Une vie normale, à la campagne, dans la nature. Et il fait beau tout le temps. Et donc, j'ai switché du tougher qui a passé la cinquantaine et qui s'invente une vie à quelque chose de beaucoup plus sain. Parce que je me suis aperçu, comme tu l'as dit, c'est dur de récupérer. Et il faut faire attention. Et en fait, moi, je me retrouve, quand je fais des allers-retours à Paris, avec mon frère qui est expert comptable et qui me dit « Laurent, viens, on se fait des préventions régulièrement. On a perdu notre papa cette année. » Et donc, on a eu un petit choc, tu vois, et on s'est dit « Le temps passe. » Et on est parti dans un état d'esprit de prévention. Et on y va.
Prévention raisonnable ou prévention hypochondriaque? Non, prévention raisonnable. Prévention très raisonnable, c'est-à-dire qu'on a un copain médecin qui nous dit, voilà, voilà les règles. En fait, il rappelle les règles, on ne le sait pas. On ne sait pas qu'il faut un colorectal tous les 4 ans ou tous les 5 ans. On oublie, on reçoit des trucs de la Sécu, mais en fait, on ne le fait pas. Et en fait, il faut le faire. J'en suis persuadé qu'il faut le faire. Attends, avant, tu m'appelles docteur depuis tout à l'heure, mais j'ai plus de 50 ans, c'est pareil. Ah oui, Je voudrais juste me présenter parce que c'est pareil, j'ai le même rythme que toi, sauf que je suis pas à Ibiza, j'ai une vie normale avec des gardes, je dors mal, je bouffe mal, il y a parfois du stress. En plus, je fais de la télé et de la radio sur Télématin pour celles et ceux qui regardent. Et c'est en matinale, les Télématins, c'est le matin, c'est pas le soir, donc ça oblige à se lever tôt. Et ça, j'ai pris conscience il y a quelques années qu'il fallait avoir une hygiène de vie capitale. Non seulement il y a les check-ups, on va en reparler de la prévention, des check-ups que la Sécu envoie ou des centres privés ou le docteur. Mais ça, c'est du dépistage, c'est de la prévention qu'on appelle secondaire, c'est-à-dire c'est pour dépister des maladies qui seraient déjà là et les dépister tôt. Mais en fait, ce qui est capital, c'est de faire de la prévention, mieux dormir, mieux bouffer, de l'activité physique. Bref, il y a vraiment les deux pieds, on doit être sur ces deux pieds-là. Moi, les conseils que je donne à mes patients, et je vais peut-être te donner là, c'est exactement ceux que je m'applique parce que sinon, on ne tient pas le choc. c'est exactement ça. Tu m'as parlé de ton médecin qui te fait un check-up, c'est quoi? En fait, c'est un copain et en fait, il nous fait une ordonnance. D'abord, il nous fait une prise de sang et il y a tout, les PSA, le truc. En fait, je ne connais pas tous ces termes, mais il me fait tout. Et à la fin, il reçoit le résultat et me dit t'es faible en ça, attention là-dessus, attention là-dessus. Mais le tout, ça veut dire quoi, docteur? Il me fait tout. C'est-à-dire les mecs, ils me prennent 1 litre de sang et après, je sais pas. Ouais, moi, j'ai pas mal de patients qui demandent en disant fais-moi un check-up complet aussi. Et c'est souvent l'ami qui demande ça. Oui. Moi, c'est pareil, c'est des amis qui me demandent, etc. Alors que ça devrait être pour tout le monde et de manière un peu systématique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire une prise de sang tous les ans. Ça n'a pas de sens. En revanche, de faire une prise de sang de temps en temps, allez, tous les 2-3 ans, avec la glycémie, le taux de sucre, avec le cholestérol, avec un ionogramme, ça permet de voir le sodium, le potassium, le magnésium, les vitamines, les PSA dont tu as parlé. Les PSA, c'est l'antigène prostatique. Ouais. C'est vérifier que cet antigène n'est pas augmenté, parce que quand il est augmenté, c'est pas forcément un signe de cancer de la prostate, mais ça peut être un signe d'augmentation du volume de la prostate. Mais ça veut dire que ça oriente sur d'autres examens qu'il faut faire. Mais tout ça, c'est le médecin qui, en fonction des antécédents, en fonction de il te connaît pas, il sait quels sont tes points de faiblesse, ton mode de vie aussi, quel poids, quelle tension artérielle, il va orienter sur une prise de sang. Puis il y a le côté cardio aussi, c'est important. À plus de 50 ans, il faut vérifier le cœur. Alors c'est évidemment l'auscultation, la prise de tension, un électrocardiogramme et éventuellement une épreuve d'effort. On fait pédaler sur une bicyclette ou mieux, maintenant ce qui est moderne, c'est de faire des coroscanners. On fait un scanner des coronaires et on peut voir à l'intérieur des artères s'il y a une plaque ou s'il n'y a pas de plaque. Le gold standard, je reprends un anglicisme aussi, la valeur de référence, c'est vraiment de faire un coroscanner. Il ne m'a pas proposé ça, mon pote. Ton pote médecin, là, il te prescrit des check-ups, bilan sanguin, PSA, etc. Est-ce que, et j'imagine que oui, il respecte les dépistages organisés? Il y a des dépistages systématiques, cancer du côlon, cancer du sein, ça ne te concerne pas, mais cancer du côlon, par exemple. Ouais, il m'a fait faire une coloscopie. C'était un moment un petit peu pénible et difficile, mais il m'a dit il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Ce qui est pris tôt est gérable. Si c'est pas pris tôt, c'est pas gérable. Alors, il a raison sur le dépistage, parce que le dépistage, le but du jeu, il ne faut pas faire l'autruche. Il ne faut pas se mettre la tête sous les dredons en disant « non, je ne veux pas y aller, j'ai peur du résultat ». La peur n'évite pas le danger, donc il faut faire des dépistages. On a la chance en France d'avoir des dépistages organisés pour tout le monde. Et le dépistage du cancer colorectal, c'est entre 50 et 74 ans, chez les hommes et chez les femmes. Et ça commence par l'analyse des selles, le fameux hémoculte. Oui. Donc, on analyse les selles, on vérifie qu'il n'y a pas de sang. Et s'il y a du sang, à ce moment-là, on fait la coloscopie, qui est effectivement l'examen où on va mettre, une caméra dans le J'ai tube sauté digestif. l'étape. Moi, j'ai directement été faire la coloscopie. Bon, peut-être par confort. Apparemment, il n'y avait rien du tout. Mais il y a un moment, j'ai été voir un médecin et j'avais les PSA en folie. Je ne sais pas combien ils étaient. Et il m'a dit, la prostate chez les mecs de 58 ans, il faut voir ça de près. Donc, j'avais les PSA en folie. Donc, il m'a fait un toucher pour voir. Et en fait, c'est la double peine. C'est qu'il m'a dit, OK, elle est compliquée. Et là, il m'a dit la phrase absolument terrible, on va quand même faire une petite biopsie. Waouh! Et là, c'était il y a 4 ans. Je me suis effondré. Il m'a dit, mais c'est justement parfait de faire un examen avec les PSA qui montent et là, le toucher qui n'est pas terrible, on va y voir clair. Je me suis fait une petite biopsie, coup de bol, il n'y avait rien.
Bon, mais maintenant, il y a quand même une petite alerte. C'est marrant ce que tu dis parce que tu flippais et on a tous peur, hein. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui suivent même pas ils reçoivent la lettre de la sécurité sociale ou de leur assureur avec il faut faire un dépistage, vous avez plus de 50 ans, etc. Hop, ça part à la poubelle. Il y a une espèce de déni en fait parce que on a peur. Et là, il y a une récente étude qui vient de montrer qu'il y a 50% des gens qui le disent. J'ai peur du résultat, Ah, donc je ne fais pas. Alors que l'objectif, c'est de détecter justement tôt pour pouvoir traiter tôt, traiter de manière moins lourde, éviter de la chirurgie, éviter de la chimiothérapie si c'est quelque chose de cancéreux, pour pouvoir avoir une tumeur toute petite avec des chances qui sont extraordinaires en termes de guérison. Mais la condition sine qua non, c'est vraiment le dépistage. Donc ça, c'est le cancer colorectal, la coloscopie. Si jamais il y a des antécédents familiaux ou si jamais le test hémoculte, l'analyse de ouais. sel est positif, à ce moment-là, on va jusqu'à la coloscopie. Et pour les femmes, c'est entre 50 et 74 ans, pareil, mammographie, ça c'est fondamental. Et pareil, beaucoup de femmes ne le font pas. Et c'est relativement dommageable parce que c'est des cancers qui arriveront de toute façon. Mais ils vont arriver trop tard ou ils vont arriver avec des traitements qui sont plus lourds. Alors que si à partir de 50 ans, tous les 2 ans, vous faisiez la mammographie, comme c'est recommandé, comme c'est pris en charge par la Sécu, et on a quand même une sacrée chance en France d'avoir ça, ça permettrait de dépister beaucoup plus tôt. Donc ça, le cancer du côlon, le cancer du sein, c'est vraiment des dépistages systématiques. La prostate chez les hommes, à partir de 50 ans, c'est pas systématique, c'est sur recommandation du médecin. Le toucher rectal, pas très Et agréable, les mais il faut le PSA faire. Les PSA aussi, c'est indicatifs. important. Chez les femmes, le frottis pour le cancer du col utérin, ça c'est important aussi. Frottis qui a commencé bien avant 50 ans, hein. La jeune femme, à partir de 20 ans, elle devrait faire ses frottis, surtout que maintenant, on a des techniques très particulières pour détecter le fameux HPV, le Human Papillomavirus. Donc, il n'y a pas de douleur. C'est-à-dire que globalement, c'est un examen gynécologique et puis après, ça part au laboratoire. Donc, on a vraiment des moyens modernes et ça, c'est pour tout le monde. Alors après, quand on est à Ibiza, quand on a un peu plus de chance et de moyens aussi, parce qu'il y a une question de moyens, on peut aller faire des choses un peu plus modernes. À l'étranger, on trouve maintenant des gens qui font plein de choses. Ils font des biopsies liquides. C'est-à-dire qu'on vous prend un peu de sang, un échantillon de sang, et on va regarder s'il n'y a pas de l'ADN d'un cancer qui serait dans le corps et qu'on ne voit pas encore. Quoi, en potentiel? Pas en potentiel, un cancer trop petit qu'on ne peut pas voir au scanner, à l'IRM, etc. Mais il y a de l'ADN déjà, du matériel génétique qui circule dans le sang. Et donc, à partir d'une prise de sang, on peut vous dire il y a un cancer ou il n'y a pas de cancer. Mais quand est-ce que ça va être abordable pour tout le monde, ça? Alors, avant que ça soit abordable, il faut d'abord que ça soit validé scientifiquement. Et là, je voudrais vraiment mettre en garde sur tous ces check-ups qui sont faits pour des raisons de business, pour des raisons vraiment d'argent, où il y a des méthodes pas validées. On voit bien toute cette patientèle, j'allais dire, c'est des clients plus que des patients qui font des cures, des jeûnes. Attention, c'est pas forcément de la médecine, ça coûte extrêmement cher. Et les gens qui n'ont pas les moyens se disent, mais moi, j'ai moins de chance que ces gens-là. Déjà, quels que soient nos moyens, on peut faire tous les dépistages et on ne le fait pas. Donc ça serait la première étape. Ensuite, la science est en train d'avancer. Les biopsies liquides, détecter des cancers dans la prise de sang, ça arrivera probablement et le coût va baisser. Et quand ça sera vraiment validé scientifiquement, ça pourra être offert aux gens. Pareil pour une IRM. Aux États-Unis, beaucoup de stars font des IRM de la tête aux pieds. Pour l'instant, ça n'a pas de sens de faire ça en France. Ça n'a pas de sens parce qu'on ne voit pas tout, parce qu'on ne sait pas interpréter ou parfois on voit trop de choses. On dépiste des petites tumeurs qui seraient révélées dans 20 ou 30 ans. Ça n'a pas d'intérêt parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on en fait? Il faut opérer, on a plus d'effets secondaires, etc. Donc attention à ça. Et puis, tu parlais de vieillissement. Ce qui t'intéresserait peut-être, c'est ton âge biologique. Parce que tu me dis, j'ai 58 ans. Ça, c'est ton âge sur le passeport, sur la carte d'identité. Ça, c'est l'âge chronologique. Mais il y a l'âge biologique. Et comment je peux savoir Quel âge ça? ont tes artères? Moi, c'est ma grand-mère qui disait ça. On dit j'ai l'âge de mes artères. Eh ben, c'est Alors, pas l'âge toujours de tes vrai. artères, alors, c'est pas toujours vrai, bien sûr. On peut être plus jeune, mais on peut être plus vieux aussi. Surtout quand on a tiré sur la corde. Est-ce que tu as fumé déjà? Oui. Ben voilà, donc quand on a bouché les artères, par exemple, d'où l'intérêt de faire le coroscanner, par exemple, pour aller voir l'état de ses artères. Mais pour voir son âge biologique, il y a plusieurs paramètres. Et il y a un truc qui est quand même assez phénoménal, ça a valu le prix Nobel de médecine il y a une vingtaine d'années, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez, ça s'appelle les télomères. Est-ce que tu as Oui, déjà bien sûr. entendu parler des télomères? Les petits bouts dans. C'est les petits bouts de chromosomes, c'est la longueur de tes chromosomes. Plus ils sont longs, plus tu es jeune. Plus ils sont courts, moins tu as de Ça temps veut à dire quoi? vivre. Ils ont été bouffés? Ça veut dire qu'ils ont été un peu auto-bouffés. C'est-à-dire que tes cellules sont plus capables de se régénérer Et aussi bien qu'avant. ils ne génèrent pas ce qu'ils devaient générer. Exactement, ils ne codent pas pour les protéines, etc. Mais ce qui est capital là-dedans, c'est que, on peut mesurer ton âge biologique, mais surtout, ça permet de quantifier les choses. Parce que souvent, on te dit, allez, mange 5 fruits et légumes, fais 30 minutes d'activité et ne fume pas. Et il y a des gens qui disent, ouais, bon, ok, c'est des conseils standards, à quoi ça sert? C'est assez théorique.
Tu le disais avant que ton papa décède, etc. C'était très loin pour toi Ouais. la prévention. Là, il y a eu un choc un peu psychologique. Quand on fait la mesure des télomères et qu'on te dit tu as 58 ans, mais ton âge biologique c'est 70, ça c'est le choc aussi. C'est le choc et ça peut faire prendre conscience qu'il faut changer son mode de vie. Et ce qui est fantastique, c'est que 6 mois après, on te refait les télomères, et ben peut-être que tu auras Ah, il de repousse. 70 ans, bien sûr. De 70 ans, tu vas peut-être revenir à 58. Et tu vas peut-être gagner encore quelques années. Et ça, c'est hyper motivant en termes de facteur de motivation parce que les gens voient les choses. J'ai trouvé un médecin à Ibiza, un Espagnol, qui lui m'a fait comprendre. D'ailleurs, c'est un médecin qui gère tous les gros DJ qui sont là-bas pendant la saison. Et il m'a dit, c'est important que je te connaisse et que je te suive. Et comme j'habite la plupart du temps là-bas, et le mec sait comment je vis et il m'explique tout. Il me dit, il faut surveiller ça, attention à ça. Et t'es DJ, donc l'ouïe, ça donne quoi? Parce que Bon. j'imagine que tu es très exposé au C'est une bruit. catastrophe. Moi, j'ai passé toute ma vie dans l'industrie musicale, donc j'ai écouté de la musique fort toute ma vie. Et cette prévention auditive n'existait pas il y a 20 ans, il y a 30 ans. C'est assez récent. Maintenant, il y a les gamins et les DJ qui se pointent avec des bouchons d'oreilles, qui laissent passer la sensation, mais c'est très récent, ça a 3-4 ans. Moi, j'ai 1 sur 10 à l'oreille gauche, docteur. 1 sur 10. Et ce n'est pas récupérable. C'est ce qu'on appelle la presbyacousie. On a des petits cils qui sont dans des petites cellules qui sont dans les oreilles. Et une fois qu'elles sont détruites, effectivement, c'est capital ce que tu dis. C'est-à-dire que maintenant, c'est de la prévention. C'est pas à 50 ans. Je veux dire, c'est Ah trop oui. tard à la limite. Ouais. C'est à 20 ans qu'il faut prendre soin de son corps déjà, préparer l'après et l'après 50 ans. Alors évidemment, les bouchons d'oreilles, réduire l'intensité, attention au casque intra-auriculaire aussi. Et par contre, quand on a plus de 50 ans et qu'on a déjà une perte auditive, c'est important de se faire appareiller. Jamais. Pourquoi? Docteur, jamais. Mais vous vous rendez pas compte, vous me voyez avec un appareil. Non, mais Ah, mais pourquoi d'abord, pas ils se avec voient un... plus maintenant. Ils sont pourquoi- bien un déambulateur. Un déambulateur et de l'oxygène aussi. Non, mais je suis pas crédible. Je vais pas faire un set de DJ avec de l'oxygène sur Un la gueule. sonotone. Non, mais c'est important parce qu'il y a des études qui montrent en fait qu'il y a une corrélation, il y a un lien entre la maladie d'Alzheimer et la perte d'audition. Moins on entend, plus on met son cerveau en mode veille finalement. Parce que finalement, on n'entend plus les conversations, donc on est moins attentif, donc on met son cerveau en mode repos et ça augmente le risque de maladies type démence cognitive, Alzheimer, etc. Donc tu rigoles, mais tu veux que je te raconte une anecdote? Parce qu'un médecin, c'est un être humain finalement. Il se trouve que j'ai eu la chance de faire avec la patrouille de France, et pour faire la patrouille de France, il faut avoir un test auditif aussi. Et donc il me met dans la cabine, et puis il me dit, bon, vous appuyez sur le bouton, on a tous fait ça, ceux qui ont fait le service militaire le savent, et vous appuyez quand vous entendez un son. Et puis il me laisse, il ferme la porte, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, puis au bout de 3 minutes, le mec il rentre, il fait, mais vous entendez rien? Je fais, bah non, pourquoi? Donc là, c'est stress parce que là, tu imagines les sons, etc. Et donc, j'avais une vraie surdité que j'ai probablement depuis l'enfance, que j'avais jamais Sans le testé. savoir. Sans le savoir, exactement. Et l'ORL, qui est une copine médecin-colonel, t'imagines un peu, le patrouille de France, cadre militaire, qui me dit, dis donc, t'as déjà pensé à te faire appareiller et tout ça? Et j'ai eu la même réaction, non mais ça va pas, t'es malade, je vais pas me faire appareiller. Donc oui, il y a un côté, cet appareil, c'est synonyme de vieillesse, de vieillissement. Mais d'un autre côté, elle me montrait les études, c'est capital de se faire appareiller oui. avec des appareils miniatures, ou en tout cas de faire tester son audition. Moi, mon copain ORL, il m'a constaté le 1 sur 10 à gauche. C'est bien d'avoir des copains médecins. Et donc, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, c'est pas, tu dois pas avoir un appareil du côté où ça marche pas. Tu dois avoir les deux parce qu'il faut un équilibre du truc. Bon. Et donc, moi, je suis très client de la prévention et j'écoute vraiment les médecins pour plein de raisons personnelles. Mais là, c'était un peu trop pour moi. D'abord, les audioprothésistes font des choses assez fantastiques où ça se voit pas. C'est un appareil. T'as des lunettes? Oui. Eh ben c'est pareil. Oui, mais ça donne un look, les lunettes. Ah, alors la vue, on en est où? La vue, on est pas mal. En fait, je compense, c'est-à-dire que mon astigmatie compense mon... Non, expliquez-moi ça. Ah, c'est la presbytie. Ma presbytie commence à être régulée, La tout simplement. presbytie, c'est quand on arrive à plus avoir de près. Donc, on éloigne le journal Voilà. pour lire à partir de 40, 50 ans. Tout ça, c'est lié aussi au stress, à la fatigue. Les rythmes décalés fait que on a beaucoup plus de presbytie, ou en tout cas une accélération de la Mais presbytie, vous êtes en du train de... vieillissement. Docteur, tu es en train de me charger en tant que DJ avec une vie dissolue à Ibiza. J'ai la même. Mais Mais non, parce mais que je suis de garde aux urgences la nuit. est-ce que le vieillissement est absolument incontournable ou est-ce que c'est le mode de vie qui accélère tout ça? Non, c'est une bonne question parce que le vieillissement, il est incontournable, évidemment. Alors, Ça commence à la naissance, le vieillissement. On vieillit, on grandit, on appelle ça on grandit, après on mûrit et puis après on vieillit. Mais le vieillissement, il est inéluctable. Après, il y a 2 questions. C'est un, est-ce qu'on peut le ralentir? Oui, on peut le ralentir, très clairement. Et là, le mode de vie, c'est des choses basiques là aussi. Et c'est l'intérêt de mesurer les télomères, c'est de pouvoir quantifier les choses parce qu'on voit que ça repousse. Donc on peut ralentir, arrêter le vieillissement
c'est pas possible. Mais le ralentir, oui, t'arrêtes le tabac, t'arrêtes l'alcool, tu te mets à marcher, faire de l'activité physique, à te muscler, ça évite la perte musculaire, la sarcopénie, c'est la fonte musculaire. Chez les gens, à partir de 50 ans, ça commence. Et ça, c'est un facteur de vieillissement et de perte d'autonomie. Donc ça, en faisant de l'activité physique régulière, voire de la musculation, entraîner son cœur, ça, ce sont des moyens de ralentir le vieillissement. On ne va pas l'arrêter, mais on va le ralentir. Et puis la deuxième chose fondamentale avec le vieillissement, c'est comment je vieillis. Dans quel état je vieillis? Moi, mon job, c'est de faire la fête et que les gens fassent la fête. Donc, je dois être un petit peu moteur de fête. Donc, j'ai pris ce déclic, en fait. Je dois pas être le DJ qui boit et qui peut pas tenir son set. L'idée, c'est de durer. Et je pense qu'on peut durer en faisant attention. À l'audition, je mets mes bouchons, je ne bois pas une goutte d'alcool, j'essaye de fumer le moins possible. Je suis en train d'être en sevrage. Non, mais tout le monde doit avoir cette prise de conscience. Le problème, c'est que alors, il y a quand même un truc assez fondamental, c'est que tu donnes de la joie aux gens. Si la C'est exactement musique, ça. tu donnes vraiment du plaisir. Ça, on n'en a pas parlé. Mais la gestion du stress, c'est un facteur de vieillissement prématuré. Alors, c'est facile quand on est à Ibiza, DJ, etc., ou qu'on a les moyens d'aller à Ibiza pour écouter ta musique. C'est plus compliqué dans nos vies quotidiennes avec le métro boulot dodo pour les Parisiens, avec la famille à gérer, avec des difficultés économiques. Mais malgré ça, on peut avoir ces petits moments de joie, de plaisir. Et je crois qu'il faut qu'on se les ménage, ces moments-là. Moi, il y a un moment tout simple. Je fais de l'auto-hypnose tous les jours. L'auto-hypnose, c'est que je me prends 20 minutes. C'est une appli qui est gratos sur mon téléphone portable. Et je vais aller faire des mouvements de respiration. Je vais écouter une voix qui va m'emmener un peu dans un autre monde. Je vais reprendre conscience de mon corps. Je vais faire un scanner corporel. Ça coûte rien. C'est un petit moment de plaisir et ça fait baisser les niveaux de stress. Et ça, c'est fondamental. Alors, parfois, ça se termine par la sieste. La sieste, c'est très bon. Ah D'ailleurs, bah, en j'ai termes de découvert ça. récupération. En termes de récupération, c'est génial. Et ça aussi, ça coûte rien. On peut tous le faire n'importe où. Tant qu'on est dans la prévention, moi, j'ai pris l'habitude, parce que je suis asthmatique et j'ai pas envie de me prendre une bronchite ou une mauvaise grippe. Donc, j'ai pris l'habitude de me faire les vaccins régulièrement. Je me retrouve à 58 ans. C'est-à-dire que je suis public à risque sur toutes les bronchites et tout. Donc, en fait, j'ai pris l'habitude de faire mon vaccin anti-grippe. Moi, ça me sauve des saisons entières. Je n'ai rien depuis 5-6 ans en grippe ou en charge bronchique. Est-ce que j'ai raison de suivre les vaccins régulièrement à mon âge? Ah, c'est pas moi qui vais te dire le contraire. Bien sûr qu'il faut se vacciner. Il faut se vacciner. Déjà, avant même de parler des virus respiratoires ou des bactéries respiratoires, le DT polio, diphtérie, tétanos, polio. On fait ça à 25 ans, à 45 ans, à 65 ans, c'est-à-dire que c'est tous les 20 ans, et après 65 ans, c'est tous les 10 ans. Ça, c'est le DT polio, c'est le premier vaccin Mais qu'il faut personne faire. m'a dit ça, moi. Si, le médecin doit le dire. On n'a plus son carnet de santé, on n'a plus son carnet de vaccination, etc. Mais un médecin traitant qui vous suit, et si ce n'est pas le cas, posez-vous la question, quand est-ce que j'ai été vacciné? Donc on fait à 25, 45 et 65. Et pour les plus de 65 ans, c'est tous les 10 ans. Ça, c'est le premier vaccin, obligatoire. Deuxième vaccin, et tu en as parlé, la grippe saisonnière. Ouais. Alors les recommandations, c'est pour les plus de 65 ans. Mais toi, tu considères que tu as un terrain à risque Ouais. puisque tu es fumeur et puis surtout tu rencontres plein de monde, etc. Et puis tu n'as pas envie d'être en arrêt maladie. Donc du coup, tu te vaccines contre la grippe. Parfait. Le Covid, c'est pour les gens à risque. On est passé d'une vaccination de masse pour tout le monde à finalement une vaccination au cas par cas. Et la vaccination, c'est ça en fait. La vaccination Zona, la vaccination Covid, la vaccination HPV, ça c'est pour les plus jeunes. Mais ce sont des vaccins qui doivent être faits à la carte en discussion avec son médecin. Non, mais ce que je suis en train de comprendre avec cette discussion, c'est qu'en fait, on ne peut pas s'en sortir. Moi, je connais C'est le contraire que je te dis. je connais un petit peu le milieu médical. Mon père était dentiste, mon oncle est médecin. Mais en fait, s'il n'y a pas un médecin qui te connaît et qui t'explique la chose, on est complètement perdu. On ne sait pas quoi faire. Alors, c'est bien d'être accompagné par un professionnel de santé. Il y a les médecins, il y a les infirmières, il y a les pharmaciens qui sont des bons relais. La pharmacie, c'est aussi un endroit où il y a le dossier pharmaceutique. Il peut y avoir des espaces de consultation. Donc, c'est vraiment un partenaire santé important. Il y a la sécurité sociale, les bilans dont on parlait, la Sécu, on voit, on a vraiment cette chance-là. Il y a les assureurs, il y a les mutuelles. Ce sont des acteurs, là aussi, qui proposent plein de campagnes, des remboursements, des examens particuliers. Et ça, c'est important en termes de prévention. Donc, quand on dit on ne peut pas s'en sortir, bien sûr que si, on peut être accompagné. Encore faut-il, quand il y a une main qui est tendue, la saisir. Si on t'envoie le test hémoculte pour faire ton dépistage du cancer colorectal et que tu le fous à la poubelle, c'est sûr que tu n'auras personne qui va te prendre par la main. Peut-être que tu vas être repêché par ton médecin qui va dire « Allez, on y va, Laurent, on va faire l'examen, etc. » Mais on a quand même, et on est quand même dans un pays où on a tout à disposition. On a plein de gens autour de nous, alors des amis professionnels de santé ou des amis qui sont tombés malades et qui te disent
Ah, si j'avais su, j'aurais fait avant mon dépistage, hein. Moi, j'ai plein de copines cancer du sein, pris à une phase tardive, qui disent: «Si j'avais su, j'aurais vraiment fait mon dépistage et ma mammographie». Donc c'est plein de petits, tu parlais de warning tout à l'heure, plein de petites mains tendues autour ou de signaux qu'il faut savoir entendre. Sans devenir hypocondriaque. La médecine, c'est primum non nocere. D'abord, ne pas nuire. Donc on en peut faire plein de choses, on peut vous proposer plein d'examens, mais l'idée, c'est d'être bénéfique et de ne pas être nuisible. Je crois que cette conversation m'a éclairé sur un truc important. C'est que pour se surveiller, en fait, on n'a pas de notion médicale, nous, le Pékin moyen. Et c'est le médecin qui doit te connaître. Donc, en fait, là, au lieu de voir mon pote qui me conseille de faire une prise de sang, peut-être aller voir quelqu'un qu'on ne connaît pas personnellement, mais qui nous suit. On s'occupe de soi avec quelqu'un. C'est un binôme, en fait. La santé, c'est un binôme. C'est une équipe. C'est une équipe. Entre le professionnel de santé et le patient. Et on peut faire plein de choses ensemble et rien n'est inéluctable. Encore une fois, il y a la génétique, mais il y a l'épigénétique. Et l'épigénétique, elle est entre nos mains. Donc, c'est un message, c'est prenons notre santé en main. Merci, docteur. Merci, Laurent. La Massif vous accompagne à chaque étape de votre vie. Retrouvez tous les épisodes de Vieillir et alors sur les plateformes d'écoute de podcast, sur YouTube et nos conseils pour mieux vivre au quotidien sur le site massif.fr.